Bonsoir, bonjour chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Makadizot bonjour pour ça qui Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et puis OTEP à nos amis du continent éparpillés dans le monde occidental et peut-être aussi se trouvent sur leur propre continent. Voilà. Donc, je vous remercie d'être là, d'être à l'écoute. Je vous souhaite de passer un bon moment avec nous. Aujourd'hui, nous avions beaucoup d'ambition par rapport à ce qui se passe dans notre société martiniquaise autour de la crise sociale. Et l'invité qui s'était annoncé, qui avait accepté, qui avait à nous parler de choses extraordinaires, eh bien, s'est désisté. Et ça fait... donc, on l'a attendu en vain, sans qu'il n'ait daigné nous dire qu'il ne pourrait pas être là. Donc, voilà, aujourd'hui, vous allez peut-être sentir qu'il y a des trous un peu dans l'émission, mais c'est dû à ça. Et c'est ce que je reproche à notre élite, de ne pas savoir tenir sa parole, de ne pas savoir respecter son peuple et de ne pas savoir respecter aussi ses engagements. Donc, je suis vraiment désolée pour tout ça. Je vous demande encore une fois de nous excuser, mais nous allons traiter du sujet avec deux invités qui sont tout aussi précieuses et qui ont aussi des choses très importantes à nous dire. Donc, je salue Catherine Blanchard. Bel bonsoir tout le monde. Bel bonsoir Juliette. Merci. Et Sisi Sanga. Bel bonjour Juliette, bel bonjour tout le monde au Léon la Terre. Voilà, donc on vous dit, on vous salue dans toutes les langues aussi africaines qu'on ne connaît pas, et puis occidentales, européennes, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, bienvenue parmi nous. Alors aujourd'hui, nous voulions parler de la crise sociale sous un angle particulier parce que il y a, si vous voulez, des interprétations qui partent dans tous les sens. On a l'impression d'une société qui s'est, comment on va dire ça, gondolée. Elle est en train de se fissurer, mais elle n'est pas encore véritablement dans l'explosion. Elle est dans une sorte de gondolement qui est une sorte d'anticipation peut-être, de phases qui précèdent justement les ruptures, hein, à force de gondoler. Donc c'est une crise sociale, mais la question que je me suis posée en tant que sociologue, parce que je n'entends pas beaucoup se prononcer des spécialistes des sciences sociales sur cette question-là, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on n'a jamais été dans autre chose que dans une crise sociale dans nos sociétés dites post-coloniales, parce que je trouve que nous adoptons les catégorisations occidentales. Comme nous le dit Ashish Nandi, nous critiquons nos sociétés ou le système colonial ou les Occidentaux à partir des théories qu'ils ont établies pour nous. Et nous sommes donc dans les traces de ces théories prédéfinies et qui nous disent voilà comment nous voulons que vous nous critiquiez. Et peut-être qu'on est un peu dans ça. Donc, je ne suis pas sûre qu'on soit dans une société post-coloniale, même si ça veut dire que oui, la colonie très officiellement est abrogée. Enfin, je dis abrogée parce que je n'ose pas vous dire qu'elle est vraiment, qu'on est passé à autre chose. Et voilà, on continue donc à retrouver dans la crise qu'on vit actuellement le pacte colonial qui est très très présent, qui est omniprésent, et qui est que nous sommes dans des interdictions de nous industrialiser et de développer dans nos pays des besoins propres. Et puis on est aussi dans le code noir qui n'est pas abrogé, parce que je ne suis pas sûre que dans cette crise-là, on nous ait montré que nous sommes des humains. Alors, je vois nos jeunes qui sont versés dans une forme d'assimilation, d'aliénation acceptée, en tout cas qui prend des formes très concrètes, revendiquer leur francité et leur droit à être traités comme des Français à part entière. Eh bien, voilà, c'est
ça n'est pas que je sois désespérée de ça, mais c'est que je veux dire qu'à force de nous avoir menti, ça a produit des effets, et les effets sont là. Alors, nous sommes construits sur des mensonges. Quel type de personnes sommes-nous? Quel type d'identité avons-nous développé? Et est-ce que nous sommes des fleurs qui ont fleuri sur du fumier ou sur autre chose? Voilà, donc nous avons à nous poser ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, c'est sans honte, sans trop de questionnement, que nous revendiquons cette francité, et cette francité qu'on refuse toujours de nous donner. Donc le pacte colonial est là, mais aussi ce fameux impôt colonial qu'on appelle l'octroi de mer, qui semble nous avoir révélé que, en fait, nous sommes les propres financeurs de notre colonie. Et avons-nous bien compris cela? Pourquoi autant de gens se sont mêlés de cette histoire d'octroi de mer, de nous en donner une définition, de faire X conférences ou rencontres autour de cet impôt dont il semble, et on n'est pas loin de croire ceux qui nous le disent, que ce sont nos élus qui votent les taux d'octroi de mer qui s'appliquent ici, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Et pour la TVA, dont on nous a dit qu'elle assassine notre société, il semblerait qu'elle est récupérable par notre société. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte? Sur quoi exactement avons-nous des certitudes? Et comment, justement, aller à cette vérité quand vous avez tant de composantes, de catégories, de classes, de races, etc., qui tirent profit d'une situation où, justement, on a brouillé tellement les cartes, les pièces du puzzle sont tellement mélangées que, bon, du coup, le puzzle n'a ni queue ni tête. Mais est-ce que notre devoir n'est pas d'essayer d'y mettre un peu d'ordre? C'est ce qu'on va essayer, en tout cas, de débattre avec nous. Pas aussi... de manière aussi approfondie que c'était prévu, mais je vous ai parlé de quelqu'un qui nous a fait faux bond, et très sincèrement, à qui j'en veux beaucoup, parce que c'est la deuxième fois qu'il met en avant des obligations professionnelles et qu'il nous manque d'un respect le plus total. Donc je me remets en question le comportement de notre bourgeoisie, de notre petite bourgeoisie, de notre élite, et par la même occasion de ces fameux intellectuels qui viennent donner des leçons à tout le monde, mais qui sont carriéristes par-dessus tout et qui ne pensent qu'à leur petite personne. Voilà. Donc, on va écouter. Je voulais vous dire aussi, dans cette espèce de puzzle sans queue ni tête que nous formons désormais, que je vous entends vous inventer des identités, d'aller chercher dans une sorte de caraïbique, de peuple kalinago, etc., votre essence. Je sais que nous avons l'art et la manière, parce qu'il n'y a pas de leadership dans ce pays, de nous définir des identités. Je veux vous conseiller un livre, et j'espère que vous n'êtes pas assez fainéant pour ne pas vous donner le mal de le lire, parce que je sais que nous avons toutes sortes de malcadis, et parmi celles-là, c'est celle de ne pas aimer lire. L'invention de la tradition. Zotwetikla, invention de la tradition. Allez regarder comment les peuples comme les nôtres, qui n'ont ni queue ni tête et qui ne savent pas s'enraciner, justement dans des racines grosses comme celle-là, vous avez des millions d'années de plus que tous les autres et vous allez chercher des racines dans des radicelles. Vous transformez vos racines en radicelles parce qu'il y a des gens qui sont venus vous dire qu'ils sont plus, ou que c'est pas bien d'être africain, c'est pas bien de se revendiquer africain, qu'il vaut mieux se revendiquer kalinago. Et quand vous ne revendiquez pas votre kalinagoïté, vous allez revendiquer votre blanchité parce que vous descendez de quelques béquets ou de quelques colons de je ne sais où. Voilà l'espèce de mascarade dans laquelle nous vivons. N'oubliez pas, l'invention de la tradition, c'est de monsieur qui s'appelle Eric Hobsbawm, qui vous explique comment, justement, les gens comme nous qui refusent de regarder la réalité en face, qui sont versés dans une créolité qui n'a ni queue ni tête, parce que quand on vous a dit ni amérindien, ni français, ni africain, ni indien, eh bien vous avez compris que les intellectuels qui guident vos pensées, qui structurent vos pensées, sont dans de graves dysfonctionnements, et donc ça pond ce qu'on appelle la créolité. Et je suis désolée de vous dire
que les peuples sérieux ne vont pas s'inventer de telles identités qui sont des misidentités, c'est-à-dire des défauts d'identité. Voilà. Pour finir sur mon speech, je veux vous annoncer que je vous ai sorti, alors on ne le voit pas beaucoup, mais Manuela le passera, un ouvrage qui s'appelle Florilège. Alors je fais beaucoup confiance à ma jeunesse, aux étudiants du monde entier qui travaillent à partir de mes textes, et j'ai donc fait cette compilation pour qu'ils trouvent des textes qui sont travaillés sur un très long temps et qui sont des petits ouvrages, mais je les ai publiés dans un seul texte pour que les étudiants qui veulent justement, entre autres, je veux dire les étudiants, puis ceux qui veulent, ceux qui se donnent le mal de lire un peu, et ceux qui ne vont pas préférer aller dans les élucubrations identitaires, et puis dans un savoir qui n'en est pas un, mais qui est justement un tas de bavardages qui ne nous remplissent pas, parce que l'esprit humain, le cerveau, il est comme il est. On a beau dire, beau faire, on a beau s'inventer toutes sortes de catégorisations, sauf à prendre les problèmes de classe et de race au sérieux, eh bien, ça ne fait pas de nous un peuple. Sinon, cette espèce de construction très instable et qui est remise en question. Donc je repose la question que j'ai posée au début. Avons-nous jamais vécu autre chose que des crises sociales dans ce pays-là? Voilà. Merci de m'avoir permis d'élucubrer, puisque pour beaucoup de gens, je parle trop. Mais là, maintenant, je laisse la parole à mes invités, donc Catherine et Suzy. Alors, Catherine, vous nous avez proposé quelque chose qui, à mon avis, devrait être aussi très, très intéressant. Allez-y. Alors, ce que je vous ai proposé, en réalité, c'est aussi pour faire un pendant, une réponse à une question que vous m'aviez posée précédemment dans une émission précédente. Quel est le rôle des artistes chez nous? En quoi ils servent la cause? La servent-ils déjà? Et est-il possible, à travers leur travail, de comprendre notre société? Parce que moi, je suis sociologue, comme vous-même, mais je m'intéresse à l'art, et donc aux arts visuels tout particulièrement. Et donc, j'essaie de voir si effectivement, je vous ai écouté, et moi, je le pense, et donc je vais faire cette petite démonstration, si possible. Donc, en fait, le sujet, c'est donc la crise sociale vue sous l'angle de l'écologie. Et donc, je suis partie du terme écologie qui, littéralement, signifie l'étude de l'habitat, n'est-ce pas ? Donc, on sait qu'il y a différentes écologies, même si le terme est finalement ancien, puisqu'en 1866, monsieur Ernst Haeckel, ça c'est un Allemand, ouais, a commis ce terme-là, et qu'ensuite il a été décliné, réapproprié, etc. Donc, écologie politique, écologie sociale, écologie environnementale, enfin, ça se décline un peu partout. La seule chose, le seul problème, c'est que l'écologie, c'est un terme qui est en fait assez récent, 19e, et surtout, c'est un terme qui pose un problème, à savoir, il montre l'opposition nature-culture. Parce qu'en fait, si on parle d'écologie, c'est pour réparer les problèmes liés à l'industrialisation. Et donc, en réalité, en nous poussant vers cette modernité, vers cette consommation, ce consumérisme, ce développement, le progrès, voilà, vanté par l'Occident. On sépare l'homme de la nature, on crée un problème, et l'écologie en devient le vaccin. Une solution. La solution. Soi-disant. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, donc en fait, on essaie de nous séparer de notre nature. Puisque nature étant considérée comme sauvage, enfin négligeable, détestable, et on nous pousse vers ce progrès, et donc on a besoin de ce médicament qui serait l'écologie. Alors les artistes, est-ce qu'ils s'en occupent, est-ce qu'ils s'en préoccupent? Je dirais oui. Et je fais ça, enfin je vais essayer de démontrer cela en 3 points. Les artistes, selon moi, sont aussi des alerteurs, des lanceurs d'alerte. Et donc diapositive numéro 1, j'essaie de montrer comment la question justement de l'extinction, de la diversité, de la biodiversité, et surtout là il s'agit de la montée des eaux,
avec le réchauffement climatique. Là, il s'agit d'un travail de Guy Gabon, une Guadeloupéenne, qui a présenté ça. Bon, là, il se trouve que c'est au Memorial Act. Et elle a montré comment toute cette modernité, cette industrialisation, parce que le réchauffement climatique, on dit que c'est aussi lié à l'activité humaine, mais on peut penser que c'est aussi cyclique. Je veux dire, on a eu des périodes de glaciation, on a eu des périodes de réchauffement. Donc là, on nous vend un petit peu on nous vend le cycle. Cette contextualisation ne correspond qu'à des préoccupations modernes, actuelles, mais on n'est pas dans une continuité historique très longue. Exactement, on est sur le court terme, et donc le court terme a quand même des effets notables, et même ici en Martinique, on peut s'inquiéter, parce que nous sommes... on sera impacté comme les autres. Donc ça, c'est un premier point. Et puis... on s'intéresse aux signes visuels. Moi, je m'intéresse aux signes visuels. Je m'intéresse aux modalités d'énonciation de nos réalités à travers ce médium-là, ces médiums-là que sont justement les arts plastiques, etc. Comment écrire un discours qui n'est pas verbal, mais qui quand même peut être compris. Là, on vient de le voir avec le travail de Guy Gabon. On comprend tout à fait ce qui se passe. Donc, on a aussi, par exemple, diapositive numéro 2, un problème qui nous concerne directement, celui de la plantation. Celui du chlordécone aussi. Oui, du chlordécone. Celui de la monoculture. Celui du monopole, l'exploitation, le monopole. Oui. Et donc ça, c'est un travail de Jean-Marc Hunt, encore un Guadeloupéen. Non pas que je cherche à trouver des Martiniquais. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, on fait partie du même peuple. On fait partie du même peuple. Ensemble. Bien sûr. Ensemble. Et effectivement, donc là, ça a été exposé comme un lustre, et donc vraiment un signe ostentatoire, puisqu'un lustre, c'est quelque chose de magnifique, etc., mais qui montre en fait la misère, la précarité, l'exploitation, notre exploitation, en réalité, un produit que nous consommons parce que nous sommes fiers de cultiver cela, mais c'est aussi demain, quand on veut aller travailler, on dit demain ni bonne. Alors c'est vraiment, ça nous caractérise, notre vie active. Et donc, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'est pas sorti de la colonialité, puisqu'on est là dans une économie qui est totalement de plantation, qui est née un peu avant, enfin peut-être pendant la période coloniale, mais on est dedans, puisque ça reste quand même une culture d'exportation. Oui. Même si on la mange, mais j'allais presque dire c'est accessoirement. C'est pas pour nous qu'elle est produite. Et c'est nous qui payons les pots cassés de l'empoisonnement de nos sols. C'est ça. Donc c'est une tragédie coloniale pour nous. Oui. C'est ça, absolument une tragédie coloniale, une obligation pour nos parents, et même aujourd'hui encore, de travailler dans ces conditions-là, d'être contaminés, sous prétexte que c'est la seule chose qu'on nous propose, en fait. Voilà. On n'a pas vraiment le choix. Donc si on voit, par exemple, la diapositive 3 et 4, la 3 d'abord, la conséquence de tout cela, eh bien, c'est la maladie et c'est la mort. Là, c'est M. Bruno Pédurand qui a voulu montrer à quel point l'empoisonnement... Alors, c'est un sarcophage, c'est une tombe, et à l'intérieur de cette tombe, c'est la représentation de l'île. Donc, on voit dans la diapositive qui suit, c'est la représentation de l'île enfermée dans un carcan. C'est la Guadeloupe. Contaminée, encerclée, et en transparence, on a peut-être l'observateur qui peut observer ce qui se passe, c'est-à-dire la destruction d'un peuple, l'extinction d'un peuple, la contamination à long terme. Et son enfermement comme dans une prison, ça. Sans possibilité de s'en échapper, s'en évader. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un carcan. On l'a porté à fond de cale, et là on le porte au grand air. Sauf que ce grand air n'est pas aussi ouvert qu'on le croit. Et au vu et au su de tous. C'est pour ça que le carcan est transparent, parce que tout le monde sait. Tout le monde sait. Voilà.
Alors ça, c'est une façon aussi de prendre position pour des artistes. Bien sûr. C'est non verbal, mais c'est quand même bruyant. Moi, je trouve que c'est assez éloquent. Absolument. Voilà. Pour peu qu'on explique à ceux, enfin qu'on apporte, qu'on colle à ça des explications sociologiques, anthropologiques, c'est très très parlant. Oui. Tout à fait. Et donc, on continue avec ce qui nous concerne directement, la diapo numéro 5, un travail de Jean-Marc Hunt à nouveau, et ça s'appelle Rosace. Okay. Alors, la rosace, c'est donc une fleur. La rosace, c'est donc aussi la position du cavalier lorsqu'il peut faire, sur l'échiquier, lorsqu'il peut faire 8 coups d'un seul coup. 8 coups d'un seul coup. Ouais. Okay. Il peut se déplacer et prendre 8 positions dans le jeu d'échiquier, dans l'échiquier. Et donc ce cavalier, qui est-il? Puisqu'il s'agit de la rosace de caddie de supermarché. Et lorsqu'on comprend effectivement qu'en Martinique, nous sommes dans une situation de monopole des structures commerciales, on voit bien qui est le cavalier, n'est-ce pas? Et donc, c'est un petit peu un encouragement à arrêter d'alimenter le tyran, de faire fi de cette injonction à tout qui ne nous est pas imposée, mais que que nous prenons comme étant un signe de notre évolution. Tout le monde veut son camembert, tout le monde veut son je sais pas quoi, tous les produits venus d'ailleurs. Tout le monde veut son plus de France. Son plus de France, absolument. Aliénation aboutie. Mais c'est intéressant parce que, est-ce qu'on peut revenir sur l'image des caddies de la rosace? Vous voyez, donc ils sont vides. Et je trouve ça intéressant, c'est très intéressant. Puis la rosace, c'est une fleur délicate quand même aussi. Donc il y a la violence, la douceur de la beauté et puis la violence même du symbole, puisque ce sont des caddies. Mais il y a de l'espoir parce qu'ils sont vides là. Oui. Il y a de l'espoir. Il suffirait, comme vous l'avez dit, Catherine, que nous décidions de les laisser vides. Absolument. Donc de ne pas les remplir. Absolument. Et ça, c'est aussi une proposition. C'est une proposition dans ce qui nous est ce qu'on déconstruit là. Il y a aussi une possibilité de construire. Donc l'artiste laisse assez de liberté au public, aux gens qui regardent son œuvre, pour créer d'autres choses, d'autres réalités. Je peux très bien, à la limite, prendre les caddies et faire comme nos malheureux sans domicile fixe les utilisent, en faire une sorte de petite maison, de petite voiture où je transporte ma maison sans toit. Et on a beaucoup malheureusement, de nos sans domicile fixe qui utilisent les caddies comme ça. Ils mettent leurs affaires dedans et voilà, ils n'ont pas les moyens d'aller dans les supermarchés. Donc mais enfin, bon, on peut interpréter, oui, ce sont de très belles œuvres et qui laissent beaucoup de liberté au public. On a la possibilité vraiment d'interpréter, de lire, de sentir aussi sous des formes très douces et très, comment on va dire ça, atténuées. Parce qu'il y a un désir de maîtriser la violence, mais de ne pas la cacher. Donc il y a cette sorte de présence-là c'est très violent, en même temps c'est de là, et on a le sentiment que nos publics, on peut intervenir, qu'on peut peut-être freiner, empêcher, gêner certains processus. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que les artistes, en fait, l'art sans engagement, ça n'a pas vraiment de sens, en tout cas pour les populations de notre région, ou les Kamites. En réalité, ça, on ne peut pas utiliser un médium tel que celui-là pour ne rien dire, juste pour faire joli. Alors, pour nos amis, les Kamites, ce sont, au lieu de s'appeler noirs, ce qui nous met dans du colorisme et qui fait dire à certaines personnes. J'étais en Guyane il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui, pendant ma conférence, très sérieusement m'a dit « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne se sentent pas noirs? Ils sont noirs de peau, mais ils ne se sentent pas noirs. » Je vous assure
que je n'ai pas ménagé ma réponse. Eh bien, au lieu d'aller venir nous raconter des baboules de ce genre-là et de perdre votre temps quand je ne me sens pas noire, parce qu'on n'entend pas les blancs, les Chinois venir nous dire je ne me sens pas blanc, je ne me sens pas jaune, eh bien, écoutez, appelez-vous Kamit, ça veut dire vous sortez du colorisme et vous vous appelez d'un nom qui est civilisationnel. Vous êtes des Kamites, comme on vous l'a dit dans les hiéroglyphes, comme Cheikh Anta Diop vous l'a aussi expliqué, Kémit ou Kamit, ou etc., etc. Donc c'est un nom, le nom de votre peuple, du peuple dont vous descendez. Ne venez pas venir nous raconter que vous ne sentez pas. Vous pouvez ne pas vous sentir, mais quand vous êtes dans la réalité du monde, eh ben, c'est ce que vous apparaissez être que vous êtes, d'une façon ou d'une autre. Alors le dedans, on peut le soigner en privé, mais le dehors, je suis désolée, eh bien il vous classe, il vous catégorise, il vous exclut, il vous discrimine, il vous envoie voir ailleurs, il vous empêche d'arriver, de monter, il met par-dessus vos têtes un plafond de verre qui vous bride et qui vous empêche tout accès à quoi que ce soit, sauf à consommer, puisque c'est ce que les grands distributeurs et nos descendants de colons nous offrent comme perspective. Désormais, consommer, ben vous irez très loin parce que vous pouvez tout vous payer à condition de devenir les nouveaux esclaves de leur système de crédit qu'ils n'accordent qu'aux nègres comme nous et pas aux blancs qui ont le droit d'avoir des crédits pour construire, produire et s'emparer de nos pays. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà, moi j'abonde dans ce sens, oui. Et je dis que on aurait tout à gagner à substituer à l'expression là qui fait vraiment comment dirais-je, qui pose problème, enfin qui est au centre du problème, la vie chère. Oui. En fait, ce qu'on pourrait penser, c'est la vie nous est chère. C'est ça. Au lieu d'être onéreuse, coûteuse, elle nous serait précieuse. Absolument. Et à mon avis, on aurait plutôt intérêt pour nous-mêmes à la considérer comme telle. Et puis la vie chère qui structure cette réalité-là autour d'une possibilité de consommer ou pas. Ça veut dire que la vie est réduite, ramenée, à même pas la cherté de la vie. C'est la vie chère. Donc la vie qui est quelque chose de central, puisque nous sommes vivants, est réduite justement à quelque chose qui est qu'on a faim. Bon, j'ai pas forcément le sentiment que pour le moment mes gens ont faim. J'ai plutôt l'impression ils ont pris l'habitude d'aller dans les supermarchés et qu'ils ne savent plus très bien comment se nourrir. Pourtant, on a assez de marchés de chez nous. Après, on va crier que oui, les marchands sont chers, mais les marchands s'alignent sur les supermarchés, les prix des supermarchés. Donc, surtout, ce sont beaucoup des revendeurs, des revendeuses qui doivent aussi vivre. Mais si on veut consommer autrement, on peut. Donc l'histoire de cherté de la vie chère, c'est une expression qui est terrible. Elle est terrible. Elle est aussi, à mon avis, créée pour nous conditionner dans cette posture de victime, sans arrêt. Nous n'aurions pas d'autre perspective que de nous plaindre, que de pleurer, alors qu'en réalité, nous avons tout. Et là, c'est là où je veux en venir. Je crois que nous devons en finir avec notre posture, justement, de quémandeur, de malade, de victime, donc. Et nous devons prendre conscience du fait que le dominant, sans le dominer, n'est rien. Si vous n'allez pas au supermarché alimenter sa caisse, il n'a plus de pouvoir. Si nous stoppons d'être des victimes, mais plutôt des acteurs de notre vie, on peut effectivement penser à ce qui s'est passé en 2009. Le troc a fonctionné. Les fruits à pain, on en a quasiment toute l'année. On peut planter des patates douces, même si le sol, on peut planter en hauteur. On n'est pas obligé d'être contaminé par ce poison même que le dominant a mis dans la terre pour nous obliger à aller au supermarché. Vous voyez ? On n'est pas obligé de rentrer dans le panneau. Et donc, en fait, on peut se responsabiliser individuellement, le comprendre soi-même, et puis aussi collectivement. Je sais que ça se fait. Je ne vais pas ouvrir des portes de conscience. Voilà. Et c'est cette prise de conscience-là, et inverser le rapport d'interdépendance
entre l'oppresseur et l'oppressé ou l'opprimé et se rendre compte qu'en fait, on a les cartes en main. Il suffirait de dire une semaine, on ne fait pas de course. Là, je pense qu'on nous prendrait au sérieux. On n'a pas besoin de casser... Mais on a dit le boycott, ça fonctionne. Pour l'apartheid en Afrique du Sud, ça a marché. C'est ce qui a fait changer les choses, même si je ne suis pas du tout d'accord avec la démarche de Nelson Mandela qui a laissé toute l'économie entre les gens, de gens qui sont installés chez les Africains et qui aujourd'hui leur tiennent la dragée haute en les empêchant d'entrer dans certaines villes, etc. Ces gens-là n'ont pas de limite. Et vraiment, si nous, on ne change pas de posture, si on n'arrête pas de pleurer, si on ne défend pas nos territoires, si on ne défend pas l'espace qui est à nous, c'est tout entier. D'ailleurs, combien de fois on nous a déjà bouffé tout entier? C'est même étonnant que nous soyons encore là. Hein? Oui, peut-être pas pour longtemps, dans la mesure où il y a un grand remplacement qui s'effectue. Mais justement, il faut que les gens voient. Les gens le voient. Hein. J'en termine en fait. J'en termine vraiment en disant que pour nous délivrer de ce système-là, en fait, il faut non pas essayer de nous délivrer du système, mais peut-être essayer de vouloir nous en délivrer, parce que tout le monde ne veut pas s'en délivrer. Ça, c'est une vraie question. Comme je disais précédemment, nos compatriotes aiment bien aller au supermarché et avoir la liberté de consommer. Et après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors après, ne pas être surpris que le dominant se frotte les mains en se disant oui, allez-y. Hein. Mais la liberté des prix, est-ce que c'est pas parce que pour eux c'est acquis que les gens ne savent qu'aller au supermarché. Ils ne vont plus ailleurs. Donc c'est acquis, vous avez un public captif, des clients captifs, et de toute façon, vous allez monter, varier, faire des trucs des séances de promotion, mais vous aurez les gens. Dans ces supermarchés, il y a d'ailleurs des personnes avec des micros qui vous cassent les oreilles pour vous dire ce qu'il faut acheter. Ça, c'est promu. Les gens, nous sommes devenus une clientèle captive. Sans compter les petits dépliants qui envahissent qui coûtent des fortunes. Exactement. Et c'est nous qui payons ça, parce qu'il y en a tellement tout le temps, chaque semaine. Absolument. Hein? Et les gens n'imaginent pas combien ça coûte de les fabriquer. Et qui est-ce qui paye? C'est le consommateur. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et là, on n'a pas l'occasion d'évoquer vraiment les sujets, les points économiques précis, sur notamment l'octroi de mer les négociations pour la suppression de l'octroi de mer, la négociation pour la suppression de la TVA, etc. Nous savons que le problème, il n'est pas là. Bien sûr. Le problème, il est sur les marges en amont, les marges arrière. Oui, mais on a détourné l'attention du public. Voilà. Donc moi, je dis cela, je ne dis rien. Voilà. On va dire ça comme ça. Et simplement pour dire que nous devons prendre conscience de notre valeur, la valeur que nous avons pour le dominant et la valeur que nous avons en tant que Kamit. Et le pouvoir. On a un pouvoir. Nous avons le pouvoir. On ne l'explore jamais. Exactement. Et j'en finis avec le pouvoir de ce que nous sommes, Kamit, avec notre mélanine. Et nous avions une petite conversation en aparté, savoir que quand même 1 gramme de mélanine synthétique vaut 6,5 fois le gramme d'or. Absolument. Depuis Tchernobyl, ça a été mis en avant, testé, éprouvé. Et donc, en fait, nous devrions réfléchir, nous poser sereinement et nous dire que, en fait, nous n'avons aucun problème. Il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est cette mélanine qu'il traque sans arrêt. Donc, moi, j'avais trouvé 1 gramme de mélanine est 12 fois plus cher qu'un gramme d'or. 12 fois, moi j'ai trouvé 6,5 hier. Non, 12 fois plus cher qu'un gramme d'or. Donc vous voyez, c'est celle-là qui est traquée avec toutes vos inventions là, de tradition, de peau claire, de cheveux lisses, voyez. Eh bien, il y a des choses bien plus importantes. Et les Blancs le savent. Ce sont eux qui vous ont appris à vous auto-traquer, mais ils savent la valeur de la mélanine, puisqu'aujourd'hui, ils s'en servent allègrement pour développer de la résistance en eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils sont récessifs et pas résistants. C'est vous qui êtes résistants. Alors utilisez le pouvoir que vous avez au lieu de vous emmerder là à chercher des choses, des futilités. Prenez le pouvoir. Le pouvoir
il est économique. Le pouvoir, il est d'occuper votre espace. Le pouvoir, il est de dire non, c'est ça que vous voulez que je fasse parce que c'est ça qui vous sert. Mais moi, qu'est-ce qui me sert? Je vous ai posé 1000 fois la question de avez-vous le sens de vos intérêts? Vous ne comprenez pas cette question-là? Moi qui viens un jour, moi qui explique les autres lits en long, en large et en travers. Je vais vous l'expliquer. Avez-vous le sens de vos intérêts? Au lieu de courir après toutes les espèces de petites illusions qu'on vous donne. Alors, une fois que vous aurez bien consommé, parce que la consommation vous est autorisée et toute l'industrie française là, qui arrive et qui débarque chez nous avec ses grandes enseignes et qui vous vend tout ce qu'elle a produit en dernier cri, qui ne vous donne aucune clé pour les produire vous-même, mais qui vous les vend à prix d'or. Ben, une fois que vous aurez la maison, la piscine, l'hélicoptère, l'avion, le bateau, le yacht, peut-être la fusée pour aller je ne sais sur quelle planète, eh bien vous allez me dire jusqu'où vous continuez comme ça, et au bout du rouleau, enfin au bout du, je ne sais pas, combien vous serez, hein, si ce sont des petites trajectoires personnelles, si c'est ça à quoi nous sommes destinés, ok. Mais à mon avis, nous aurions pu avoir l'ambition d'être un peuple et de le former et de s'en occuper au lieu de nos petites carrières qui nous montent à la tête. D'ailleurs, vous êtes dans des carrières tellement carriéristes qu'on ne vous voit nulle part, ni dans les télés des Français, ni dans... On ne vous appelle que quand il faut parler de vous. Et encore, les 3/4 du temps, ce sont des Blancs qui parlent sur vous. Donc voilà, je ne sais pas à quoi ça sert de vivre une vie, d'ailleurs une vie chère, de vivre une vie que vous avez résumée à un esprit totalement consommatoire, parce que cette vie-là n'est structurée qu'autour de la consommation. Et je ne comprends pas pourquoi vous vous perdez dans autant de futilité. Bien sûr que nous pourrions plus si nous décidions de nous regarder au lieu d'aller nous perdre dans des choses comme ça qui vous donnent l'impression que c'est votre carcasse. Vous savez ce qu'elle devient, la carcasse, quand nous sommes finis? Vous savez? Eh bien, si vous avez décidé de n'être que des carcasses, eh bien, c'est que vous êtes bien peu de choses à vos propres yeux. Eh bien, il y a parmi nous des gens qui pensent qu'on pourrait mieux faire. N'oubliez pas, je vous ai conseillé de lire Invention de la tradition. Ceux qui ont les enseignes et qui vous vendent des biens de consommation ont intérêt à vous faire, parce que les colons, les descendants, ils vous ont montré leur arbre généalogique. Et vous avez un monsieur comme Souquet-Bassiège, qui était un grand béquet devant l'Éternel et qui vous a dit que les seuls enfants légitimes de la France, c'est nous, en parlant des colons, des descendants de colons d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes encore dans l'illusion que vous pouvez obtenir, parce que là nous sommes dans l'aboutissement d'une politique d'aliénation, mais qui est presque inimaginable pour des peuples qui sauraient se penser en tant que peuple. L'assimilation, l'aliénation, fusionner, demander d'être français de France et de Navarre et dire que prendre la Corse comme exemple, la Corse n'a jamais été une colonie, la Corse n'a jamais été des esclaves, des Blancs, la Corse au contraire, regardez combien de ministres sont dans les gouvernements français, vous avez vu combien de nous là, nous bougnoules dans les gouvernements des Français, à part nos quelques députés qui vont encore demander plus de France pour nous, qu'est-ce que vous voulez? Bon, on a à réfléchir, pas sur la crise de la vie chère, éventuellement sur la cherté de la vie, mais nous demander autour de quoi tournent nos existences. Parce que les gens qui ont perdu leurs esclaves sur les plantations, ils ont eu des dédommagements, même si M. José Maraudet-Grotte vient nous raconter des salades, parce que j'espère que vous avez lu son texte. Hein, un texte dans lequel il critique un article du Monde, le grand Monde, qui pour lui n'aurait pas dû commettre un tel article. Eh bien, vous voyez des gens qui sont en train de nous dire qu'ils sont des tout petits, qui sont partis de rien. Hein. J'espère qu'ils ont aussi été esclaves sur les plantations et qu'ils ont reçu assez de coups de fouet pour marcher et obéir, on les a forcés à perdre le chemin de leur civilisation, de leur mémoire, de leur tradition, de leur culture,
de tout ce qui faisait qu'ils étaient des êtres humains. J'espère que ces descendants de colons sont entrés dans le code noir et que d'une façon ou d'une autre, ils ont subi les affres de la déshumanisation. Enfin, c'est quoi tous ces baboules qu'on nous raconte aujourd'hui? Des gens qui continuent à nous persuader que nous sommes des imbéciles et qui peuvent écrire et nous dire ce qu'ils veulent? Non. Alors leur histoire de vie chère, c'est à eux qu'il faut demander des comptes. Mais si c'est la France que vous avez mis en branle pour s'occuper de ça, la France, elle sait que ces colons ou ces enfants, les seuls enfants légitimes qu'elle n'ait jamais eu ici, eh bien elle sait que les marchés, les jeux sont ouverts. Elle sait que pour garder ces colonies-là, il faut qu'elle prenne, et bien qu'elle soigne ses seuls enfants légitimes, qui lui ont déjà dit, si tu nous lâches, ben on lâche la colonie aussi. Est-ce que après l'abolition, ils n'ont pas vendu la Martinique aux Anglais? Ils sont plus français que ça. Là où leurs intérêts sont en jeu, ils n'ont pas foi aux yeux et ils n'hésitent pas. Rappelez-vous l'épisode, nous avons été 8 ans anglais parce que les colons ont décidé de vendre la Martinique aux Anglais. Alors, peut-être que bientôt on sera chinois, je ne sais pas si les plus offrants sont chinois. Bon, j'ai vu qu'ils ont une peur bleue des Russes, peut-être pas, on ne sera jamais russe, mais on ne sait jamais. Donc voilà. Suzy, tu as la parole. On peut délirer. Ah non, mais il faut, dans la vie, là. Non, on m'a bien écouté tout ça, ce qu'a dit, mais je n'ai pensé que... Ben pour nos amis. Déjà, oui, aussi, c'est-à-dire que au cas fait référence en disant il faut virer, penser, il faut canaliser. Mais c'est de l'analyse là, mais qui a fait à partir de qui ça analyse là? Si ce n'est pas à partir de ancêtres nous qui a fait, ben, là qui est toujours faussé. Bien sûr. Parce que nous passé 5 siècles que nous avons vu une situation là. Moi, j'ai insisté en disant que l'aliénation, en effet, pour moi, c'est l'ignorance, c'est la plus grande tare de siècle là. Un monde qui pas en phase et puis connaissance, histoire, c'est grave. Et c'est ça qui a mené nous dans l'état là. Dans les affaires, la vie chère, on pas qu'à sentir moi dans l'état là, moi, j'ai présenté, moi, j'ai l'impression que moi, en retour en arrière, retrouver à penser aller vers ces BCA pour demander vous pouvez baisser vos prix en les qui nourriture en plus, c'est-à-dire qu'en les autres combats que nous amenons, nous en 2024, on a trouvé ça très réducteur. Depuis ça, mener un combat en sens là, manier là. Là où pour moi leur pas ni en comment dire en potence, c'est que mon mail là de par jeunesse arrivé fait les jeunes bouger parce que c'est pas tout dit pas essayer nous hein. Et puis ça fait que leur déconnant et puis les réparations, rapproche-toi du micro, et puis les réparations et puis tous les combats que nous menons nous pas arriver à trapper à la population. On a des amis africains qui nous écoutent. Oui, oui, des amis. Donc, il faut parler en français, la langue de... Okay. Du colon. Du colon. Alors, je disais que ce combat-là, pour moi, est très réducteur en tant que fille descendant de personnes mises en esclavage. En 2024, demander à ce qu'on baisse les prix de ce qu'ils nous ont entre guillemets, amenés à consommer, parce que ça a été vraiment un chamboulement total de nos vies, de nos manières d'être. Et que là, on est en 2024, tu te dis que les chemins, tout ce qu'on a parcouru, le retour vers l'Afrique, accepter cette africanité, la défendre même, et puis aussi le mépris de la France. Tout ça, pour arriver à ça, non. Je trouve ça très, très, très dommage. Très dommage parce que le Béquet lui-même, quand il a dit les nègres sont des petits-enfants que nous tenons par le ventre. Et là, j'ai l'impression que c'est parce que c'est l'alimentaire, parce que c'est de la nourriture. Mais il faut savoir quelle qualité de nourriture. Mais Cézanne ne nous avait pas dit entre le ventre et l'esprit, ils choisiront le ventre. Césaire avait compris aussi ça. Tout à fait.
Et c'est pour ça que je dis que c'est très grave ce qui se passe là, parce que, et où je dis sincèrement, je ne me sens pas concernée par ce mouvement concernant l'alimentation. Parce que j'ai fait un chemin depuis 2009 concernant l'alimentation. Quand vous voyez la liste des prix de ce qu'ils demandent à baisser, mais c'est réducteur, c'est lamentable. Pour moi, à quel moment, si on doit parler d'économie, faire rentrer tous nos produits là? Mais ils ont bien dit, hein, désintéresser les nègres de toutes les richesses matérielles que regorgent leur sol et sous-sol. Faites-leur oublier leurs ancêtres. Ça veut dire que c'est dans cette démarche-là qui va là. Ça te montre à quel point qu'on n'est pas au fait de nous-mêmes. Et qu'au lieu de sauver ce qu'on peut sauver de nous, on est pour moi, face à un mouvement comme ça, à nous en tirer, oui, le côté populaire, à croire que oui, on n'est pas unis, on n'est pas solidaire. Mais bien sûr, on peut l'être. Il n'y a aucun problème. La preuve, regardez à quel point ça fonctionne. Mais ce qui me dépasse, c'est qu'au niveau de la conscience, ça ne va pas suffisamment loin, surtout pour les générations futures. Parce qu'il est vrai que oui, que nous sommes dans une consommation effrénée. Mais il faut savoir ce qu'entraîne cette consommation. Entre diabète, entre cholestérol, entre le problème endocrinien par rapport à l'empoisonnement au chlordécone. Je dis que c'est quand même grave. Cancer de la prostate. La prostate, c'est-à-dire que ça m'envoie une lumière sur mon peuple. Je me dis, aïe, maman est là. Et puis, ils essaient de vous dire aujourd'hui que c'est génétique. Hein, oui, tout à fait. Que c'est dans votre ADN. Hein, absolument. Que Dieu n'est pas responsable de rien. De rien. C'est ça. Et donc, je dis que, je suis désolée, il faut vraiment qu'on arrive à pouvoir, au niveau du mouvement, tenter. Je dis bien tenter, parce que parti comme c'est parti, surtout que, en fait, ça divise, en fait. Quand tu vois le titre, le RPRAT, ce que ça veut dire, d'accord, rassembler sur le point économique afro-caraïbe, mais il y a un bordel qui se va, qui est incroyable, entre l'Afrique, déjà de 1, entre la Martinique et la Guadeloupe, sur des combats qui existent et qu'on nous sommes toujours en train de mener, et qu'on arrive à faire une division face encore au béquet avec ses propres produits. Mais c'est scandaleux. Et moi, ça me fait peur. Parce que je me dis que si les jeunes n'ont pas compris ce qui est en train de se passer là, pour moi, on va vers une véritable catastrophe. Mais c'est l'espèce de, comment on va dire, aboutissement de l'aliénation qui est absolument affolant, c'est qu'il y a une dépolitisation, c'est-à-dire que les jeunes ont décidé qu'il ne fallait pas de politique, etc. Donc cette dépolitisation, elle sert bien sûr le système la politique, c'est celle que la France veut mener ici. Absolument. Ce sont ses visées géopolitiques. Et nous n'avons pas à faire de politique. Nous avons à rester des enfants sages sur ces territoires qu'on nous prête à la limite. Et encore, sur lesquels on nous tolère, mais pour combien de temps encore? La question est là, puisqu'on parle bien de grands emplacements, et je crois que Zemmour s'est trompé de direction en regardant. Peut-être que ses yeux, il souffre d'un strabisme qui ne se voit pas, mais qui doit être très intérieur. En tout cas, le grand emplacement n'est pas là où on nous dit, puisque les gens qui viennent nous remplacer sortent bien de là d'où Zemmour se trouve. Absolument. Et en dehors de ça, c'est très important qu'on comprenne, qu'on réfléchisse aussi. On parlait d'écologie de manière systémique. Il se passe quelque chose dans une politique qu'on a commencé avec la départementalisation. Après, soi-disant, la colonisation, on sortait de l'état de colonie. Sans rupture, on entrait dans l'état de département. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on nous a appliqué la France aux Antilles, à 8000 km. On a formé des enseignants en 2 temps 3 mouvements. Je me rappelle qu'avec un petit BEP, BE, ou enfin BE, quelque chose comme ça, on devenait enseignant. Et on était là pour, non pas, puisqu'on n'avait aucune connaissance de son environnement, de sa tradition, juste pour transmettre ce qu'il y avait dans les manuels scolaires qui étaient écrits par des Blancs, pour des Blancs, et qui accessoirement atterrissaient dans nos petits cerveaux. Donc il faut qu'on comprenne, tu as parlé tout à l'heure de la nécessité de comprendre, de nous inscrire dans une sorte de trajectoire. Et cette trajectoire-là, on dirait qu'il y a rupture entre le moment où nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes qui mènent ces luttes-là sont des quadras. Ils ont une 40aine d'années. Entre le moment où ils pensent, ils regardent leur société
qu'ils décident qu'il ne leur faut pas trop de politique, même pas d'intellectuels, que eux sont leurs propres acteurs et leurs propres décideurs. Ils soulèvent des montagnes et puis ils se rendent compte que, voilà, ils seront obligés quand même de composer avec des catégories politiques ou sociales ou syndicales, etc., oui, qui ont déjà mené des combats. Et à la limite, s'ils pensent que les luttes ne sont pas assez dynamiques, il y a à trouver des solutions communes. Donc même si maintenant ça se fait un peu, mais c'est dans une sorte de bricolage dont on ne comprend plus rien, qui participe, qui participe pas. Et puis tout d'un coup, casser le mouvement d'ici, aller dans plus de France, parce qu'en fait c'est ce qui est demandé, aller dans plus de France, parce que les descendants de colons sont allés dans une tradition en première classe, dire à la France on va perdre 20%, donc donnez-nous des compensations comme d'habitude. Et puis donc eux disent ils sont allés en France, nous aussi on y va. Et puis on découvre qu'il n'y a pas que eux, que le Air Prague qui va en France, qu'il y a des catégories qui ont pris naissance autour du mouvement et qui disent elles aussi qu'elles n'ont pas attendu le Air Prague pour poser ce type de problématique. Donc elles aussi, elles vont en France pour voir CMA, CGM, enfin bref, c'est une chose, c'est très cacophonique et je crois que cette sorte de désordre structurel, nous sommes déjà dans un désordre structurel parce qu'on est dans un racisme... C'est à l'image de la France. Hein. Mais c'est un racisme structurel, mais nous n'avons pas pensé à l'aliénation les générations plus anciennes n'ont pas pensé à ce développement-là, cet aboutissement de l'aliénation. Et je crois que c'est ça qui surprend et qui fait que nous avions quand même un discours politique qui restait que oui, il y a l'aliénation, mais on voyait bien que l'école nous échappait, on voyait bien que nos enfants ne parlaient plus comme nous, on voyait bien qu'ils ne voulaient plus manger comme nous. Mais les mouvements, mais les mouvements politiques syndicalistes sont restés à fonctionner sur des bases assez traditionnelles. Et on n'a pas vu. Donc aujourd'hui, que les jeunes, en fait, qui ont poussé à l'ombre de cette aliénation-là, viennent dire la façon de concevoir leur réalité, les plus anciens, qui restaient dans un discours politique, sont dépassés. Et donc, on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'une fracture. Et c'est pas la crise de la vie chère qui est importante, c'est la fracture sociale. Mais Juliette, il faut dire aussi que Internet a changé la donne, les réseaux sociaux. Bien sûr. Dans la connaissance, le partage des informations, ça a tout changé. Nos parents ne pouvaient pas imaginer ce qui se disait ailleurs, ou ce qui se faisait. Aujourd'hui, on a toutes les informations concernant l'économie, les problématiques géostratégiques, enfin on a toutes les informations. Donc la jeunesse s'agace, en fait, se dit comment se fait-il que nos parents aient accepté de courber les chips, parfois, par force, et de croire au rêve qu'on leur vendait, celui de l'assimilation. Pour eux, c'était un aboutissement. Mais bon, Césaire a bien dit que c'était un leurre. Et les jeunes, ils le voient très bien, clairement. Et ils disent non. Et comment expliquer que ça soit dans l'assimilation qu'ils cherchent des solutions? Pas tous. Dans plus. Quand même. Eh bien, donc, il faut faire, justement. Il y a un travail à faire à ce niveau. Il faut comprendre le mouvement qui est en train de se dérouler là. Et c'est bien ce que je dis. Il y a une dynamique qui est principale, où les gens disent on a faim ou bien la vie est trop chère, il y a des familles qui ne peuvent pas se nourrir. Ce que nos gens ne nous disent pas, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent plus se nourrir à la française, puisque c'est ce qu'on nous a, que l'assimilation, la perte de contact avec la ruralité, avec des mœurs alimentaires, etc. Donc s'il faut à l'enfant le matin popcorn avec lait de je ne sais quoi, c'est normal qu'il ne puisse plus vivre, qu'il ait du mal à vivre. Donc ce que nos gens doivent nous dire, et c'est pour ça que ce travail de clarification, de compréhension fine de ce qui se passe là, au lieu de dire est-ce qu'ils sont légitimes ou pas. La question n'est pas là. Non,
Ils sont légitimes dans la mesure où la société s'est développée comme elle s'est développée là et qui réclame. Mais aujourd'hui, c'est le droit de consommer à la française que nos jeunes réclament parce qu'ils sont nés dans ça. Absolument. Donc, dans ce mouvement-là, c'est vrai qu'il y a donc des paramètres, d'autres paramètres à prendre en compte, parce qu'on a l'impression que ça fuse de toutes parts. C'est pour ça que je disais qu'on a un sentiment que la société se gondole et que quand les tensions seront trop fortes, il y aura des fissures et puis des cassures, mais il faut qu'on sache voir quel parti est en train de prendre quelle orientation et est-ce que le RPRAC peut rester sur les positions qu'il occupe là, parce que dans les manifestations, on entend, au-delà du fait qu'on a vu intervenir l'esprit religieux, qui est quelque chose d'important chez nous, on a des gens qui sont pour le trop-plein, il y en a assez, pourquoi on a accepté, il y en a qui disent aussi, ces profiteurs-là, on n'en veut plus, on fait quoi avec, mais si on dit, ce sont eux qui ont la grande distribution, si ils ne sont plus là, puisqu'on veut consommer plus de France, on fait quoi? Mettons en avant nos artisans, nos agriculteurs. Eh bien voilà, donc on a à côté de ça, on voit, ça pousse un peu à l'ombre du mouvement, des producteurs locaux, des agriculteurs qui se manifestent, qui se prononcent, mais tout ça n'est pas encore très éclairci, très clarifié. On sent que ça bouge de partout, mais la société est dans une forme d'évolution qui fait que, bon, on a le sentiment qu'il lui manque un leadership pour bien faire la part des choses et bien comprendre ce qui est en train de se passer pour que la lutte ne nous échappe pas. Mais on n'en est pas encore à ce stade-là. Mais je pense qu'ils revoient les choses quand même, dans le sens où, au-delà au début où ils ont dit pas de syndicat, pas de politique, ils ont quand même demandé après à les rencontrer et à arriver à quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, ce qui manque là, c'est, on va retourner aux méthodes ancestrales, c'est allons s'asseoir dans la cour, pas autour de leur table ronde ni carré, mais dans la cour avec les anciens, avec ceux qui ont fait, qui l'expliquent pourquoi ça n'a pas fonctionné, il faut être plus véatif sur ça ou ça. Et je crois que c'est cette rencontre-là qui, pour moi, pourra remettre une certaine sérénité et puis aboutir à ce que ce mouvement puisse aboutir à quelque chose de concret et de vrai. On ne peut pas le faire sans eux. C'est vrai. C'est pas possible. Ça, c'est la version optimiste et positive que j'appelle de mes voeux. Mais il y a aussi l'autre possibilité, celle de, par exemple, 2009, où les aliments n'arrivent plus. Ah ouais. Des brouillards. Et qui est-ce qui nous a nourris? Ce sont les agriculteurs, tout à fait. Les échanges entre membres d'une famille, celui-là a un jardin, celui-là si, celui-là. Notre façon de vivre traditionnelle, le troc, l'entraide. Et bien sûr. On a renoué avec l'entraide. Et bien sûr. Et on a déjà oublié que 2009 nous a fait nous rassembler. Absolument. Et qu'on cherchait cet esprit de peuple. Mais j'aimerais préciser surtout que par rapport à ce mouvement-là, il y a des choses positives à garder pour pouvoir faire émerger ce don auquel on croit, à savoir cette libération sur le joug français. Mais je vais revenir à ce que tu dis toujours, la formation, se former sur les différents secteurs pour savoir comment présenter et préparer l'avenir. Et moi, je dis que ce qui m'étonne dans leur démarche quand ils parlent de... C'est quand même assez assimilationniste à des moments, par rapport à l'État français. J'ai entendu, mais vous n'avez pas vu dans quel état est la France, là? Tout ce que nous voulons défendre, c'est tout ce qu'ils ont détruit déjà chez eux. Et qu'ils sont en train de faire le même travail ici. En France, que ça soit dans les secteurs qui tertiaires, quel que soit, il n'y a plus de références françaises. Très peu se battent encore pour sauvegarder certaines choses. Mais nous, je me dis que ce regard sur la France, à quel moment il va s'arrêter avec la Tour Eiffel, avec... La France, c'est pas la panacée. La question, c'est que sur le plan géopolitique, on sent que dans la construction du mouvement même, on n'a pas tenu compte de la décadence de la France. Et donc, en revendiquant plus de France, moi c'est ce que je dis aux jeunes. Aujourd'hui, l'avenir n'est pas en France. Elle est plutôt sur le continent africain, où tous les peuples du monde, vers lesquels tous les peuples du monde convergent. Donc, en plus, vous avez la chance d'avoir des origines africaines. Donc, il vaut mieux regarder déjà là. Mais je pense que
C'est très particulier la façon dont le mouvement a démarré, parce que pendant, je crois, 2 mois, ils ont demandé aux gens de faire le plein. Et les vendeuses ont dit que jamais la grosse distribution, enfin les supermarchés, n'ont gagné autant d'argent. Donc on ne comprenait pas cette accumulation de biens pour dire faites le plein, parce que, donc est-ce que c'est une contradiction ou est-ce que c'est une manière de soulager ceux-là qu'on allait priver après de nos achats? Je ne sais pas, c'est complexe et franchement ça demande qu'on analyse. Maintenant, dans le mouvement même, ils sont une trilogie et on a le sentiment que chacun d'eux, si on écoute bien les discours, ne porte pas la même parole. Donc, il y aurait... Gladys, elle est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus assimilationniste. Elle a même critiqué les gens qui sont allés à l'Azerbaïdjan, parce qu'elle a dit qu'on a mandaté... Elle a dit qu'on a mandaté personne. Et elle demande des comptes. Elle demande des comptes, mais elle dit qu'on a... Mais est-ce que, quand ils ont pris le pouvoir de créer ce mouvement, ils ont été... mais ils ont été mandatés par qui? Et donc c'est une liberté aussi de dire, voilà, on estime que là, on a des besoins et il y a des acteurs qui prennent des initiatives. Eux, ils en ont pris. Oui, tu veux dire? Justement, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est ça qui m'inquiète dans le mouvement, à savoir que avant ça, il y a toujours eu, il va toujours y avoir. Mais là, maintenant... je fais partie d'un collectif, nous avons fait une action pour aller voir porter une motion au niveau de la CTM. Et il y a une amie qui a envoyé des SMS pour appeler un camarade. Et le camarade lui répond, elle est outrée, vexée. Ah non, je ne viens pas parce que le RPAT n'a pas dit de venir là. Alors là, ça m'inquiète un peu. Non, il y a un besoin de leadership. Je sais, mais ce que je veux te dire par là, avant le RPAT qu'il y a toujours eu. Là, le RPAC est arrivé, super, moi je suis content. Oui, la dynamique bouge. Oui. Mais allons pas se limiter et s'enfermer simplement dans ça et ne plus faire pour dire. Attends, excuse-moi, mais je peux pas ne pas parler de mon ami Baramine là, qui va passer tout à l'heure au tribunal. D'accord. Et qui va m'enfermer. Mon ami Volcan qui appelle Vini, machin, mon ami Tapalapala qui appelle Vini. Ils sont où? Ils viennent pas. Parce qu'ils n'ont pas eu l'ordre, ou bien c'est-à-dire que j'aurais bien aimé que le RPAT me rassure sur ça. À savoir, est-ce que c'est une armée que vous avez créée, mais c'est la vôtre, et qui va se déplacer que quand vous allez décider, et qui ne va pas se mêler dans tout ce qui nous concerne là dans le pays. Que ça soit les salaires, que ça soit la retraite, que ça soit le chlordécone, que ça soit tout ça. C'est ça qui m'inquiète, Juliette. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé de la légitimité du mouvement. Ce que je crois, c'est que il y a eu un sentiment de vide dans cette génération, de vide au niveau, en termes de leadership et qui dirige vraiment. Et ce vide-là, ce sentiment de vide-là, a été comblé par le RPRAC, par un discours que les gens n'ont pas pris le temps d'analyser forcément, parce que je crois que les 3 personnes qui sont au RPRAC tiennent des discours parfois qui se contredisent. C'est normal, c'est 3 personnalités, c'est 3 ça. On ne peut pas éviter ça. Non, mais ça veut dire que là, je te rejoins. Non, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas une vision politique. Ils ne sont pas concernés peut-être suffisamment pour pouvoir être OK sur le fonctionnement du RPRAC. Ils n'ont pas une vision politique. Ils ont une vision... Pas tous, il y en a quand même une... Non, mais je pense que une vision politique commune. Commune, d'accord. Et ça veut dire que quand ils arrivent et qu'ils... Tout d'un coup, ce vide semble être comblé pour tous les gens qui attendent et qui ont besoin justement d'un leadership. Eh bien, les gens s'engouffrent dans ça. Et c'est pour ça que le mouvement est si populaire. Maintenant, à mesure, ça c'est une dynamique, à mesure qu'on avance dans le mouvement, on essaye de le comprendre parce que c'est pas évident et parce que toutes sortes de revendications, quand je dis que la société elle craquelle, on sent qu'elle craque de partout, c'est parce que
toutes les revendications insatisfaites, tous les besoins, toutes les frustrations et surtout tous les questionnements sur où va notre société se posent d'un coup, mais sans une dynamique précise, sans un leadership et sans une orientation politique précise. Donc on a effectivement ceux qui vont en Azerbaïdjan, ceux qui vont à Paris, ceux qui se réfugient dans d'autres choses, et on a nos petits agriculteurs qui comprennent que, et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné, malgré le manque de crédit, malgré le manque de tout, ils sont là, ils reviennent à la charge pour dire c'est à nous de nourrir nos peuples. Et ils sont là, et puis nos petits artisans qui disent mais moi je produis, regardez de mon côté, etc. Donc la société, elle part dans tous les sens. On n'a pas une direction. Peut-être, et c'est le temps qu'il faudrait prendre pour analyser qui nous manque, parce que tout le monde est pressé de parler, tout le monde est pressé d'analyser, même ceux qui se décrètent sociologues de manière intempestive, on ne les entend pas suffisamment parce qu'ils ne sont pas non plus sollicités, puisque nos jeunes ont dit qu'ils ne voulaient pas au départ, ils écartaient tout ce qui était peut-être intellectuel, syndical et politique. Ils ont été rattrapés par la réalité, mais ce que j'appelle ce que je considère être une sorte de rassemblement, c'est un bricolage, parce qu'au départ, les syndicats, etc., qu'ils appellent, s'étaient déjà sentis exclus, et les partis politiques, et ils sont plus réticents à venir se joindre. Donc ceux qui viennent, ils viennent sur quelle base, sur quel bricolage, et ça représente quelle totalité de notre société et des besoins de notre société. Donc il faut qu'on comprenne que le mouvement, en fait, son avantage, c'est d'avoir révélé d'un coup, d'une manière absolument anarchique et surprenante, parce que tout le monde est d'accord pour le mouvement. Mais tout le monde est d'accord pour des raisons qui lui sont, tous les gens, tous les groupes, les catégories, les sous-catégories, pour des raisons qui leur sont propres. Et tous ceux qui critiquent et assassinent le mouvement sont aussi d'accord sur des bases qui leur sont propres. Ils regardent comment les gens mangent, comment ils vont à Paris, ils interrogent le budget qu'ils ont eu pour aller en France, alors qu'ils n'ont jamais posé les questions pour les béquets, ou pour même sur les grandes enseignes qui sont ici, qui bouffent tout, qui sont tellement à goulot gros fal qu'ils ne savent plus où mettre l'argent et la nourriture. Donc il y a quelque chose qui explose. Mais c'est le fait des réseaux aussi. C'est le fait des réseaux, mais c'est aussi... Du mal-être qui était déjà non, c'est aussi la fin du politique. Chez nous, c'est quoi être un département français à 8000 km avec une élite qui est juste là pour appliquer des directives françaises, avec un peuple qui est dans le monde, justement, qui vit à l'ère des réseaux sociaux et qui explose de partout avec des idées nouvelles, parce que ce qu'on lui a caché pendant des générations lui éclate à la face en disant oui, mais on nous exploite, mais on nous ment, mais on nous apprend l'histoire des autres. Tous les manquements nous apparaissent tout d'un coup, et ça, c'est incroyable. Si on n'a pas un leadership là qui rassemble la société, effectivement, elle part en vrille. Et elle est déjà en train de parler. Parce que le Airprac est devenu aujourd'hui l'objet d'une observation de gens méchants, je le dis en toute... parce que nous pouvons reprocher à nos jeunes ce que nous voulons, mais ce qu'ils ont fait éclater là est le fruit de beaucoup de maladresse, de beaucoup de choses incohérentes, etc. Mais de l'incohérence et du soi-disant désordre qu'ils créent, va naître de l'ordre, une sorte d'ordre social qui va poser les vrais problèmes, qui va nous faire sortir de la vie chère pour aller dans la cherté de la vie et regarder tout près de nous là. Comment on peut se faire vivre sans attendre de demander plus de consommation à la française? C'est ça que nos jeunes demandent. Dans les supermarchés, vous avez quelques produits en bien mauvais état qu'on achète d'ailleurs à nos petits agriculteurs à des prix faramineux, qu'on vend à des prix vraiment plancher, et qu'on vend à des prix plafond. Mais tout le reste, c'est l'agroalimentaire français. Donc quand vous voulez plus de prix bas,
c'est plus de pouvoir de consommer français. Et ça, c'est effectivement une conséquence de l'aliénation qui est passée par nos têtes, par nos goûts, par notre façon de concevoir nos petits déjeuners. Quand vous mangez sucré le matin, vous ne vous étonnez pas que 50% de la population soit devenue obèse, parce que nous n'avions pas ces traditions. Et même aujourd'hui, j'ai vu que les Blancs commencent à comprendre qu'il ne faut pas manger sucré le matin. Et nos petits sont en hypo machin à 11h dans les écoles. Ils dorment sur les bancs parce que justement, ce que vous leur avez donné en petit déjeuner ne convient pas. C'est le repas le plus important. Il doit être salé. Ces Blancs ont découvert que c'est salé, il faut que vous mangez actuellement. Ils cherchent, mais on vous a bombardé de popcorn et de machin, de céréales. C'est pas ça votre besoin. Donc dites-moi, la cherté de la vie pour aller dans les supermarchés, c'est pour plus de consommation française. Parce que vous avez ici de quoi consommer comme nos aînés le faisaient et avec des produits qui ne vous coûteront pas, parce que si vous mettez un jardin d'or et si vous faites du troc, vous échangez, vous n'aurez pas, vous ne serez pas dans du manque. Enfin, je ne comprends pas. Donc, nous sommes dans la continuité de l'aliénation et nous voyons ce que nos jeunes qu'on a produits dans les années 80, 70-80, eh bien, nous disent aujourd'hui qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils n'ont jamais appris à être des Martiniquais de la campagne ou de je ne sais quoi, à manger, à vivre comme des Martiniquais à l'ancienne. Donc voilà, la cherté de la vie, c'est bien sûr parce que les colons ont fait de nous, enfin leurs descendants, une clientèle captive que nous ne savons plus comment nous retourner pour vivre dans ce pays-là correctement. Donc ils n'ont pas de concurrence. Ils sont dans leurs petits souliers parce qu'ils ont compris qu'ils vous tiennent. Et ils vous tiennent de la façon la plus fondamentale qui est, c'est par le vent, puisque les autres fins de quatrième, d'ailleurs, je ne vois pas trop qu'on soit déjà dans la fin, même en Katana, l'homme qui a dit que yuka mort fait. Mais ceci dit, nos exclus, oui, ils ont un problème. Nos exclus, ceux qui mangent à la banque, populaire, ceux qu'on honorait, parce qu'il y a des associations qui s'en occupent et qui ne sont même pas aidés. Ceux-là, oui, ils ont faim parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ni dans les supermarchés, ni de trouver la nourriture là où ils sont. S'ils sont sur les trottoirs, dans les rues, ils ont besoin qu'on les aide. Mais je ne sais pas si... dans une certaine mesure, nous pas qu'à crier boudin plein. Il faut faire attention à tout ça. Donc cette lutte-là, elle révèle tout le désordre dans lequel les mensonges de la France, le silence des politiques, leur manque de pouvoir absolu et le fait que c'était peut-être facile de laisser une puissance à 8000 km nous dire c'est moi, je prends votre destin en main, laissez-moi conduire. Et on s'est laissé conduire parce que cette forme de fainéantise dans laquelle ça nous a installés fait qu'aujourd'hui nous sommes démunis pour tout. Et aussi peut-être le fait qu'il y ait ce monopole justement détenu dans les mains des mêmes, un très petit nombre, fait qu'il n'y a pas de concurrence. Parce que si vraiment on a besoin de manger à la française, au moins qu'on ait le choix entre plusieurs enseignes qui appartiennent à des marchands différents. Pas 36 000, non, bien sûr. Mais alors sur un petit territoire comme le nôtre, concentré, ça s'appelle, je sais pas, une abus de pouvoir. D'ailleurs, celui qui a toutes les grandes enseignes est accusé de ça, sauf qu'à la Martinique, il n'est puni de rien du tout. Mais il n'a pas le droit, c'est une si petite superficie, d'avoir autant d'enseignes dont il est le propriétaire. Et que les maires arrêtent d'autoriser l'ouverture de nouveaux centres commerciaux et de taille gigantesque. C'est ce que j'appelle les chèques et le manque de pouvoir, ou bien la faiblesse congénitale de notre élite, qui est là pour dire oui, parce que les gens ne s'imaginent pas, quand on est dominé, dire oui, c'est la seule réponse qu'on a appris à dire, mais dire non, c'est comme on l'a fait notamment sur le continent africain, passer de vie à trépas. Si vous osez dire non. Donc notre élite, qu'elle soit ici ou ailleurs, n'a jamais appris à dire non. Oui, je voulais préciser aussi par rapport au fait quand tu parles de la qualité des produits en grande surface, il y a des chiffres qui sortent là où j'aimerais vraiment que les gens
savoir s'ils sont conscients de ça. À savoir que quand le produit est périmé en France, admettons qu'une semaine à peu près, eh ben pour nous, ça va jusqu'à 1 mois. Quand l'UREL a sorti aussi son petit papier qui montre à quel point ils disent que oui, plus de sucre pour eux dans les jus, dans les yaourts, dans tout, parce qu'ils sont habitués au sucre et que c'est bon. Et ce génocide-là, pour moi, oui, ça passe par là aussi, de péremption des aliments. Oui. Ça passe par ça aussi. Et ils font la même chose en Afrique, hein, dans les pays je sais, justement. occupés. Donc, la dette il faut qu'on soit quand même conscient de ça, quoi. Mais on mange beaucoup d'aliments périmés parce que, et même quand ils sont vendus à part comme étant aliments périmés, si vous ne surveillez pas l'étiquette caisse, eh bien, on vous fait payer plein pot. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, moi, je ne sais pas, on peut résumer ça de cette façon-là. À mon avis, la crise est symptomatique. Enfin, je considère que nous ne sommes jamais sortis de situation de crise. Ça, c'est vrai. C'est ce que j'ai posé comme. Seulement, il y a des moments où la crise, parce que vivre dans un système comme le nôtre qui passe d'un statut à un autre, sans rupture et sans que nos élus aient été formés, parce que les gens oublient que les élites françaises ont fait l'ENA, ont fait Polytechnique, ce sont des gens qui sont formés. Nos élites ici sont très souvent des enseignants. D'ailleurs, quand ils n'entrent pas en politique, ils deviennent principaux ou machin dans des collèges ou dans des lycées. Mais vous voyez, les gens ont besoin de continuer des carrières, d'avoir du pouvoir. La question, c'est quelle est la signification? Que signifie avoir du pouvoir dans une colonie, dans des régions comme les nôtres? Sinon, eh bien, être au service du statu quo, être au service du pouvoir colonial qu'on appelle métropolitain, qui vous donne des ordres et vous ne tenez pas compte de vos populations, exactement comme en Afrique. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur rappelle, regardez l'Afrique dite francophone et regardez nous, il n'y a aucune différence. D'ailleurs, je vous ai conseillé d'écouter leurs médias. Vous verrez qu'il n'y a aucune différence entre ce que la France fait dans ses possessions entre guillemets africaines, de l'Ouest africain, et ce qu'elle fait chez nous. Donc, quand vous voulez vous investir de pouvoir, c'est pour faire quoi? C'est pour des petites carrières personnelles, ok. Mais quand vous avez fait croire à vos peuples que vous étiez là, parce que pour avoir leur voix, vous les avez sollicités en tant qu'électeurs, citoyens, et vous leur avez promis que si vous arrivez au pouvoir, vous allez leur donner je ne sais quel... les faire accéder, voilà, vous leur apportez du rêve, vous leur vendez du rêve, mais une fois que vous êtes au pouvoir, c'en est fini. Et pourquoi les citoyens ne comprennent pas ça? Parce qu'ils le critiquent dans leur vie quotidienne. Le problème, c'est que vivre ça pendant des décennies à un moment ou à un autre, eh bien la vérité, elle est là. On ne dit pas, c'est le mensonge qu'on évoque, mais la vérité, elle est là. À un moment donné, elle va prendre sa place. Eh bien voilà, là, avec ces jeunes qui nous disent, qui nous bousculent, et puis toutes ces personnes qui n'ont jamais bougé le petit doigt pour signaler qu'il y avait des malaises, eh bien aujourd'hui, ces jeunes-là, ils font avec ce qu'ils ont. Ils ont tout révélé. Et ils font avec ce qu'ils ont. Et ce que cette société leur a donné, c'est effectivement du rêve, la croyance en une francité possible, donc dans une continuité territoriale. Mais on a même eu des élites, des élus qui sont allés demander l'égalité réelle. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu une sorte de chair de poule en me disant mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, je ne sais pas lequel Dieu j'appelle, mais c'était vous dire que non. Le degré de ridicule auquel ce système qui nous prend pour je ne sais quoi nous fait arriver, c'est effrayant. Donc, quand on parle de déshumanisation pendant le Code noir, eh bien, nos ancêtres étaient encore très humains. Donc, ils avaient encore des capacités de résistance et leur Code noir a assassiné beaucoup, mais ils assassinaient des êtres humains. Mais nous, on est en train de devenir quoi là? La concrétisation de ce processus d'extermination de notre humanité, elle est là.
C'est la continuité de la colonie, de l'empire colonial, qui s'exprime par un traitement différencié, toujours... Mais sur nos corps. Bien sûr. Parce qu'avant, c'était sur nos territoires et sur notre travail. Là, c'est sur nos corps, sur nos esprits. C'était aussi sur nos corps. C'était aussi sur nos corps. Absolument. Sur nos corps, avec des explications qui n'ont pas lieu d'être. Celles concernant notamment le coût du transport qui ferait qu'on aurait 40% à payer en supplément, alors qu'en réalité, on sait que c'est à peu près 4-5% qui devraient être facturés en réalité. Donc tout ça démarche et démarque et démontre que nous ne sommes que des quantités négligeables à leurs yeux à exploiter dans le passé, dans les champs, maintenant dans les supermarchés. Vous voyez, c'est la même chose. Mais on est resté une population captive. Moi, je crois que si on en arrive à avoir 40% de plus cher sur les produits qu'en France, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas avancé du jour au lendemain avec cette idée qu'on leur fout 40% sur les prix. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Donc, on est bien dans un processus où la captivité dans laquelle on nous enferme, mais aussi le fait que nous soyons dépouillés de toute forme de pouvoir et d'esprit de résistance, nous amène dans des mouvements comme cela aujourd'hui où nous demandons plus de France, enfin ceux qui le demandent, plus de France parce qu'on est soi-disant dans la continuité territoriale. Mais puisqu'il va falloir qu'on s'arrête, je voulais voir avec vous juste un petit peu le texte de Jeff Bourguignon que j'ai posté sur ma page Facebook. Vous pouvez le lire, ce texte-là. Il a fait un tour, c'est un sociologue dans son genre parfait. Il a dit qu'il est chef d'entreprise d'une TPE. Hein? Et il a dit qu'il a eu à subir des grèves, des barrages, des bris de glace, d'incapacité à envoyer des mails, des collectivités qui payent à presque 300 jours de retard, etc. Et je n'ai jamais volé quiconque, ni encouragé quiconque à s'en prendre au bien d'autrui. Et surtout, jamais je me suis trompé d'adversaire et de cible. Il le dit pour tous ceux qui sont sur le dos de nos petits jeunes-là, qui ont eu le mérite. Et quelles que soient les critiques qu'on va leur faire, parce que la critique n'a jamais été pour démolir, la critique a été aussi pour construire. Et nous avons le devoir, nous qui comprenons le courage social dont ils ont fait preuve, de leur dire, nous pas d'accord épisode, à surtout ça votre café. Parce qu'il y a des contradictions, et c'est des contradictions que naîtront les solutions. Pour le moment, l'absence de leadership dans nos sociétés explique un certain nombre de dérives. Mais jusqu'à aujourd'hui, notre société a tenu. Elle connaît crise sur crise. Elle connaît crise sur crise parce que nous avons un génie propre. Il ne faut pas déshumaniser nous totalement. Mais nous avons là à faire vite parce que nos générations qui viennent sont en danger. Le fait que, par exemple, en France, ils aient réuni autant de notre jeunesse qui fout le camp, qui n'est plus là. Autant, on a vraiment le sentiment que tout d'un coup, ils avaient soudé les deux morceaux. Bien sûr. Vous voyez, ça, c'est puissant. Et j'ai entendu le R dire, ça ne s'est jamais fait. Qu'en France, on relaie autant un mouvement social qui se déroule dans nos pays. Et c'est vrai. Donc il y a énormément de choses nouvelles qui voient le jour et qu'il faut que nous soyons capables d'analyser. Faire émerger. Suzy, tu as dit quelque chose d'intéressant aussi, c'est-à-dire que la France est en décadence. Ah oui, totalement. Elle est en décadence et il faut quand même savoir que même avec la crise du Covid ou des choses comme ça, les gens ont pris conscience, ils ont pris conscience de leur système. Le système médical en France, les hôpitaux, le système scolaire, c'est la décadence totale. C'est ça, destruction des services publics et destruction des familles. Le traitement réservé aux gilets jaunes. Quant à ça, n'en parlons même pas. Voilà, on va devoir faire ça parce que ça. Donc tout est lié, vous voyez. Tout est lié, absolument. Non, tout est lié. Le problème, c'est que dans leur plus de France et dans leur désir d'égalité réelle et de continuité territoriale, on voit qu'il manque une culture géopolitique et géostratégique à nos gens. Ils vont se rattraper. Et c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine d'aller. Mais en tout cas,
ils ont fait la jonction entre cette jeunesse qui échappe à nos pays, dont nous aurions besoin, et eux qui sont aussi une autre partie de cette jeunesse et qu'ils ont réussi. Donc il y a énormément de choses qui sont très positives qu'il faut analyser, mais il faut les analyser à partir des bons paramètres et des bons paradigmes. Mais on ne peut pas tout jeter le bébé et l'eau du bain, mais nous dirons à nous trois, qui représentent à mon avis 3 orientations différentes, d'après les analyses que je fais, que oui, c'est très important, mais nous avons à vous dire que vous êtes partis sur des chapeaux de roue, maintenant freinez un peu et allons s'asseoir sous le grand zamana, sous l'arbre à palabre, et allons discuter de notre affaire, parce que nous ne sommes jamais sortis de situation. Nous ne sommes jamais sortis de situation de crise, et c'est vrai que nous sommes retombés sur nos pattes, et c'est vrai que le grand emplacement dont vous parlez, c'est parce que les Français ont déjà compris, et il y a longtemps qu'on leur a dit, il n'y a pas d'avenir en France, allez occuper les colonies. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont pris la Réunion d'assaut, la Guadeloupe d'assaut, la Martinique d'assaut, et regardez ce qui se passe en Kanaki. Le peuple français est en train de se déployer sur les anciennes, sur les colonies de la France. Chez eux, c'est la merde. Ils viennent au paradis. Non, mais ils n'ont pas de solution parce que, et donc, et en Afrique, écoutez les émissions africaines, vous verrez les communautés françaises tellement importantes qui vivent, qui se déploient sur le continent. Donc faites bien attention. C'est en France qu'à aller, mais c'est pas là que l'avenir se trouve. Donc je vais devoir vous laisser puisque la lumière clignote, mais je voulais vous conseiller de lire le texte de Jeff Bourguignon qui a posé le problème de la petite bourgeoisie qui parle beaucoup mais qui n'agit pas, des minima sociaux, des avocats et des agents qui peuvent, de l'administration pénitentiaire, vous dire 1001 choses sur la désagrégation de notre société, sur les problèmes d'éducation, d'insertion, sur les chiffres du chômage qui sont faramineux, sur les enfants qui partent mais qui n'envisagent pas de revenir au pays, sur l'économie qui est une économie de plantation, sur les psychiatres qui sont ceux qui viennent de France pour soigner nos maladies, alors que la maladie nous vient de France. Vous comprenez? Sur les jeunes ados qui ont des conduites addictives, alcool, week-end, et puis au cas à l'école, ils sont déjà sous. Est-ce que sur le sexe et puis le rock'n'roll, et puis rock'n'roll, sur des élèves de plus en plus idiots et totalement incultes, il faut lire son texte. Vous savez quoi? Nous sommes juste des pays du tiers-monde maquillés en société démocratique, égalitaire et où tout va bien, entre guillemets, des terres de consommation et de consommation. Et puis il termine sa phrase en disant « Ah, la vie qu'on mène ». Et vous connaissez la chanson « Ah, la vie qu'on mène ». Voilà. Donc, absence de projet politique, lâcheté intellectuelle, et il a raison de taper sur les intellectuels, et l'indigence des acteurs culturels. Colonialisme français dans sa pureté la plus parfaite, et violence structurelle, des réflexes de classe de ceux qui crient en moi, parce qu'il y a des jeunes, il y en a un qui aurait fait la prison, ils sont tellement choqués, alors que tous les délinquants au col blanc qu'on a chez nous ne sont jamais... Bon bref, voilà. C'est un monsieur qui s'appelle Jeff Bourguignon, je crois que c'est venu de la Guadeloupe, et comme pour le tableau, les beaux tableaux que Catherine nous a présentés, vous voyez que les Guadeloupéens, oui, ils sont très avancés dans leur façon de réfléchir. Et comme c'est notre peuple aussi, nous avons peut-être une manière de faire, mais nous sommes plus, peut-être un petit peu empêtrés dans des contradictions, parce qu'il y a énormément d'intérêts contradictoires sur notre petit territoire. C'est peut-être beaucoup plus entremêlé et difficile à désintriquer qu'en Guadeloupe, ou peut-être encore. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on reste soudés pour s'entraider, parce qu'on a besoin de voir clair dans ce qui se passe là. Pour le moment, ce qui se passe là est annonciateur de grands changements. J'ai toujours proposé qu'on s'intéresse à la sociologie du changement et du changement social et éventuellement politique, parce que, oui, Catherine, la France est en perdition, et puis nous, la même qu'à chercher plus de France. On est dans quoi, là, comme contradiction? Et puis plus de manger de quoi? Manger pays, hein, c'est ce que nous disent nos petits agriculteurs courageux, qui, malgré tout ce qu'ils vivent, ne désespèrent pas de nourrir leur peuple. Voilà. Et que seul le colonisé pourra mettre un terme à la colonisation. Et que nous avons tous une mission à accomplir.
Et là, maintenant, avec ce mouvement qui s'est soulevé là, ben, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Je dis bien tout le monde, et savoir ce qu'il veut pour le pays, et puis aller vers l'avant. Aller vers l'avant. Catherine? Et moi, je dirais simplement que les acteurs qui prônent ce que tu viens de dire, Suzy, sont déjà là et sont déjà à l'action. Ils attendent qu'on s'occupe qu'on achète chez eux, qu'on les fasse vivre, puisqu'ils ont des produits du terrain. Et puis, pas manger chinois. Il y a des jeunes là qui viennent de créer des pâtes. Pâtes tiner, patates douces, pâtes cuites à pain, des pâtes. Surtout quand vous avez vu que ce sont les Chinois qui nous vendent notre nourriture traditionnelle. Les autres qu'à aller tous les jours qu'à chinois, payer presque 20 € d'un repas que nos gens, quand vous allez à la Dominique, à Sainte-Lucie, ils mangent nos repas, leurs légumes, etc. en sauce. Et d'abord, ça coûte moins cher. Mais pourquoi ce sont les Chinois aujourd'hui qui vous vendent votre nourriture? Vous n'êtes pas carré. Alors vous attendez qui après? Les Albanais, les Libanais, les Mongoliens, les quoi? Pour vous nourrir. Eh ben, alors se réveiller. Et puis nos petits agriculteurs, merci d'exister. Ah oui, ils font un travail formidable. D'exister et puis de ne pas vous décourager. Parce que le pays part en vrille, mais non. On a vécu des crises pires que ça, donc on va survivre. Mais allons faire attention là. Ce qui est en train de se passer là, d'une société qui est en train de craquer sur toutes les coutures, faites attention. Alors, de sagesse, de tolérance, de dignité. Absolument. Plus de sagesse, de tolérance, de dignité, de respect surtout. Voilà. Beaucoup. Donc, je vous ai conseillé de lire L'invention de la tradition. N'allez pas vous laisser raconter des identités que vous n'avez pas, parce que ce n'est pas la couleur de peau et la carcasse qui fait ce que vous êtes, mais la culture, la civilisation qu'on vous a donnée, donc le système symbolique qui donne du sens à votre vision du monde. Et puis je vous ai parlé de mon dernier livre, Florilège, que vous trouverez bientôt en librairie. Voilà. Merci d'avoir été là. On a peut-être été un petit peu, je ne sais pas si c'était chaotique ou pas, mais non, c'est à l'image du pays. Voilà, on a discuté, on vous a fait confiance. Un bâton rompu, on va dire. Exactement. Voilà. Donc on vous remercie beaucoup, Catherine, d'avoir été là. Mon plaisir. D'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Suzy. C'est toujours un plaisir, Juliette. Et puis continuons. Okay. On continue le combat. Et puis, si vous voulez venir débattre aussi avec nous, apporter vos idées, etc. Voilà. Mais ne crachez pas sur nos jeunes. Non. Ils ont besoin de nous. Et c'est nous qui orions la science infuse qui devons venir un peu... leur proposer et bien d'orienter, de structurer le mouvement un peu davantage. Soyons des forces de proposition. Nous soyons des forces de proposition, comme dit Suzy. À bientôt. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.